Après avoir exploré les mécanismes financiers qui donnent parfois le vertige à nos communes face à leurs intercommunalités, changeons de perspective. Et si le défi n'était pas que financier, mais aussi profondément humain et politique? Bienvenue dans les coulisses de la gouvernance des petites intercommunalités. Imaginez devoir construire un projet commun avec des voisins que vous connaissez à peine, chacun ayant ses propres intérêts, ses propres priorités. C'est le quotidien des élus communautaires. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi la gouvernance de ces structures est un équilibre précaire, souvent source de tensions, mais aussi de solutions ingénieuses. Nous explorerons comment les règles démocratiques de l'intercommunalité, pensées pour équilibrer les pouvoirs, créent en réalité un déséquilibre structurel dans sa gouvernance, où la construction du consensus devient le premier et le plus difficile des chantiers. Commençons par la base. Un conseil municipal est élu directement par les habitants de la commune. Simple. Le conseil communautaire, lui, l'organe de décision de l'intercommunalité, fonctionne différemment. Ses membres, les conseillers communautaires, ne sont pas élus directement par les citoyens pour siéger à l'interco. Ils émanent des conseils municipaux des communes membres. Chaque commune, en fonction de sa population, délègue un certain nombre de ses conseillers municipaux au conseil communautaire. Plus une commune est grande, plus elle a de représentants. Mais attention, il y a une règle d'or pour éviter la domination: aucune commune, même la plus peuplée, ne peut détenir à elle seule la majorité des sièges au conseil communautaire. Cette règle est fondamentale. Elle vise à garantir un équilibre, à empêcher que la commune centre ou une grosse commune ne dicte sa loi aux petites. Sur le papier, c'est une excellente idée pour la démocratie intercommunale. Mais dans la pratique, cela implique une réalité de gouvernance bien plus complexe. Si aucune commune n'a la majorité, cela signifie que, par définition, le président et l'exécutif de l'intercommunalité doivent obligatoirement construire une majorité large et diverse. Et c'est là que les choses se corsent. En effet, les conseillers communautaires sont avant tout des élus municipaux. Ils ont été élus sur un projet pour leur propre commune, avec leurs propres enjeux locaux. Les maires sont les premiers défenseurs des intérêts de leur village ou de leur ville. Or, au sein du conseil communautaire, ils se retrouvent assis côte à côte avec des élus de communes voisines, qui n'ont pas forcément les mêmes priorités, ni la même couleur politique. Le président de l'intercommunalité, d'ailleurs, n'est pas forcément le maire de la commune la plus peuplée. Il peut être issu d'une petite commune, ce qui ajoute à la complexité de l'équilibre des pouvoirs. La première tâche, après l'installation du conseil, est donc de choisir une équipe, un président et des vice-présidents. Et souvent, ces personnalités ne se connaissent pas forcément, ou pas au-delà des rivalités électorales locales. Cette équipe doit ensuite bâtir un projet de territoire commun, un projet qui dépasse les intérêts de chaque clocher, qui prenne en compte l'ensemble des communes membres. C'est un exercice délicat de conciliation, de compromis et de persuasion, car chaque vice-président aura son domaine et ses propres enjeux à défendre. Une fois le projet de territoire, même sommaire, esquissé, vient la phase la plus critique, la mise en œuvre, et surtout, le financement. C'est là que la gouvernance rencontre de plein fouet les réalités économiques et les attentes des élus communaux. Il faut traduire ce projet en moyens financiers, souvent via des pactes financiers et fiscaux. Ces pactes déterminent comment les ressources de l'intercommunalité, dont la fameuse fiscalité économique, comme nous l'avons vu dans notre précédente vidéo, seront allouées, quels investissements seront prioritaires. Et comment les communes pourront aussi en bénéficier. Et c'est là que les maires, qui ont des besoins et des attentes très concrets pour leur territoire, entrent en jeu. Ils veulent voir des actions concrètes sur leur commune, une nouvelle route, un soutien à leur école, un aménagement pour leur village. Ils ont un intérêt direct à ce que quelque chose se fasse sur leur territoire, même si le financement vient de l'intercommunalité. Le défi pour l'exécutif intercommunal est donc de concilier ces attentes souvent divergentes avec la vision globale du territoire et la contrainte des moyens. Cela demande des négociations constantes, une grande capacité d'écoute et une gymnastique politique permanente pour maintenir la cohésion d'une majorité disparate. Ce que nous venons de décrire, c'est le déséquilibre structurel de la gouvernance communautaire, particulièrement dans les petites intercommunalités. Les règles démocratiques qui visent à protéger chaque commune d'une domination, rendent paradoxalement la construction d'une vision commune et sa mise en œuvre incroyablement ardue. Le président et son équipe doivent naviguer entre des intérêts parfois contradictoires, des personnalités qui ne se connaissent pas ou se méfient, et l'impératif de construire des projets qui profitent à tous. C'est une course de fond pour le consensus,
où chaque décision est le fruit d'une négociation parfois âpre. Malgré ces défis, des intercommunalités fonctionnent et apportent des services essentiels. Mais comprendre ces dynamiques de gouvernance, c'est comprendre pourquoi certaines décisions peuvent prendre du temps, pourquoi les tensions existent, et pourquoi l'élu intercommunal est un véritable équilibriste. Et vous, percevez-vous ces défis de gouvernance dans votre intercommunalité? Partagez votre expérience en commentaire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer de nos explorations sur nos territoires.